vous tous, auditeurs qui soutenez cette belle création sur la santé et l'invisible, par vos commentaires, vos témoignages sur ces phénomènes que l'on appelait dans le passé paranormaux, et comme nous l'avons entendu dans certains épisodes avec des scientifiques comme Evelyne Elzasser, Sylvie Détiolaz, ces phénomènes sont beaucoup plus fréquents que l'on imagine. Mon objectif est de libérer la parole en offrant un espace bienveillant aux personnes qui ont vécu ces expériences avec l'invisible, mais aussi aux professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Monin. Yannick, bonjour. Bonjour Audrey, Merci d'être là avec moi. merci à toi de m'avoir invité. Yannick, tu es pharmacien en Suisse, mais pas que. Est-ce que tu pourrais te Exactement, présenter? avec plaisir. Donc effectivement, je suis pharmacien, mais aussi, je dirais un peu un couteau suisse pour le reste, pour rester un peu dans le thème suisse, parce que je fais également de la kinésiologie, de la médiumnité. Je me suis aussi formé à tout ce qui est fleurs de bar. Et puis pour pouvoir arriver à communiquer en fait avec tout le monde, ce que j'ai aussi découvert avec les patients, c'est d'avoir des techniques comme l'analyse transactionnelle et la PNL. Ok, parfait. Et comment un pharmacien, donc de formation scientifique et cartésienne, en arrive-t-il à la médiumnité? Alors, je dirais que c'est plutôt la médiumnité qui m'est tombée dessus, parce que c'est clair que j'étais pas vraiment prédestiné à ça, donc à la médiumnité. Moi, j'ai fait donc des études classiques en Suisse, dans plusieurs universités, euh, et après ça, euh, ben, c'était juste à la fin de mes études, il y a commencé à avoir comment je pourrais dire, des phénomènes qui sont apparus petit à petit. Et puis c'est vrai que bah, c'est la médiumnité qui arrivait, mais c'est aussi, je pense, quelque chose que j'avais depuis tout petit, puisque j'ai toujours voulu faire pharmacien, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais pu l'expliquer, trouver un raisonnement logique et même parfois me dire, mais si je peux pas faire ce métier, qu'est-ce que je vais bien faire? Donc c'était vraiment quelque chose déjà enfant où pour moi c'était tout tracé. Il n'y avait pas de questionnement. C'est vrai que dès l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai fait un stage une fois dans une pharmacie, dans un village. Et puis c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mes parents n'étaient pas forcément dans l'idée de dire, c'est tout bon, tu vas faire ce choix-là. Donc c'est vrai que ils m'ont fait faire d'autres stages. C'est toujours resté dans le domaine scientifique parce que j'avais vraiment un attrait à essayer de comprendre, à toujours avoir la finesse pour pouvoir voir de quelle origine ça peut provenir. Pour moi, chaque chose a un sens. Donc c'était extrêmement important. Donc si on voit après plus tard, après mes études de pharmacien et mes premières années d'expérience, je me retrouve à avoir des phénomènes physiques qui se passent chez moi. En fait, où j'ai tout au début, ça peut être des bruits, des objets qui tombent. Alors, bien évidemment, les premières choses, c'est pas dire, ouh, il y a quelque chose, c'est de la médiumnité, bien au contraire. C'est plutôt de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Essayer de réfléchir logiquement, ça doit être ça a été mal accroché, c'est au mur. Et puis, on va dire que ça s'est amplifié de plus en plus. Et après, ben, c'était pendant une période, j'avais même la porte d'entrée de mon appartement qui, tous les matins, était complètement ouverte. Ce qui, pour beaucoup, aurait peut-être stressé ou se serait posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, dans ma tête, c'était, ouais, mais t'es peut-être trop fatigué, tu t'es levé la nuit, t'as dû rouvrir. Sauf que ça a duré bien 3 à 4 semaines. Et à chaque fois, je me disais, genre, je mettais des techniques en place pour me dire, non, mais tu notes que tu fermes, tu vérifies. Enfin, il n'y a pas. C'était plutôt le côté de se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une clé, de réfléchir à ça. Et après, c'est arrivé au milieu d'une nuit, en m'endormant, où dans le lit,
j'éteins la lumière et puis je me prépare à m'endormir. J'ai un sommeil assez facile et un endormissement assez facile. Mais juste avant de m'endormir, je sens comme quelque chose qui me m'attrape les chevilles. Et puis après, je me dis, mais c'est dans ta tête. Il faut arrêter je sais pas, tu as dû avoir des sensations, mais c'est pas la réalité. Mais par acquis de conscience, j'allume la lumière. Puis je me dis, ben, comme ça, c'est dans ta tête, c'est rien. Et en me retournant, je regarde et je vois sur le duvet deux traces de mains au niveau de mes pieds. Mhm. Là, il faut admettre qu'on commence gentiment à stresser, même un peu paniquer, de se dire non mais il se passe quoi? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je vois vraiment ce que je vois? Enfin, je pense que tu peux imaginer au niveau sentimental le questionnement que Oui, tu as, où tu te dis bien non sûr. mais c'est pas possible. Il doit y avoir une explication, une, quelque chose de rationnel qui puisse expliquer ça. Parce que là, au premier abord, c'est un peu le côté, comme quand on est enfant, qu'on va voir un magicien. Et puis on se dit, ah, c'est génial ce tour. Après, quand on est adulte, des fois, on a envie de se dire, on sait qu'il y a un truc, mais des fois, on ne le voit pas. Mm. Mais on le sait qu'il y a un truc. Tandis que là, mais comment c'est possible? Alors, il y a quelques semaines qui sont passées après cet incident. Je dis incident, mais on va dire plutôt cette expérience qui est arrivée. Et puis, j'étais toujours dans mon appartement, et puis il y a une porte, qui est la porte de la chambre à coucher, où j'étais de l'autre côté, couché sur mon lit. Et puis, il est arrivé comme un genre de coup de vent, alors que toutes les fenêtres étaient fermées, rien n'était ouvert, qui m'a ouvert complètement la porte et qui l'a ensuite refermée. Et elle s'est retrouvée complètement fermée comme si quelqu'un l'avait claquée. Donc là, je dois admettre que là, j'ai vraiment eu très peur et du coup, ben, j'ai contacté une amie qui est très proche qui par hasard se trouvait à quelques kilomètres de chez moi, alors qu'elle habite à plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi, qui était ce soir-là euh, en panne. Elle n'arrivait plus à démarrer sa voiture. Et puis, bah, quand je l'appelle, elle me dit, bah, voilà, je suis étonnant, mais je suis proche de chez toi, je suis en panne, je suis à 2 ou 3 kilomètres. Si j'arrive à redémarrer la voiture, bah, je viens, pas de souci, panique pas, on va en rediscuter et on va voir exactement ce qu'il en est. Et puis, elle a réussi à redémarrer, elle est arrivée chez moi, et puis c'est là, on va dire, que ça a commencé à essayer de chercher des explications, de, de comprendre d'où ça pourrait provenir. Donc, de chercher l'explication avec des gens qui pourraient expliquer ça ou qui auraient apparemment des Mm. outils ou certains parlent de dons, de capacités. Et puis cet ami me dit, bah, écoute, je connais quelques personnes, je te conseille d'aller chez telle personne. Et puis je suis allé chez une médium, mais vraiment, on va dire les pattes en arrière en se disant, ouais, j'y vais, mais franchement, qu'est-ce que ça va bien m'apporter? Quelle est l'utilité? Et c'est pas plutôt du charlatanisme, et c'est pas juste de la lecture de l'autre personne, lecture psychique, ce qu'on peut essayer juste de voir, comment on dit, on appelle ça la lecture froide, pour pouvoir essayer de voir simplement dans ce que font les mentalistes en fait. Mm. Mm. Et puis je me suis dit, bon, bah, allons quand même voir. Et puis, ben, ça m'a bluffé parce que ben, la personne a réussi à me retranscrire entièrement mon appartement alors qu'elle ne connaissait pas mon adresse. Il n'était pas possible de trouver mon adresse sur Internet. J'ai bien évidemment vérifié toutes les choses en me disant, mais comment? Elle a réussi à me donner des informations où les gens allaient se placer quand ils venaient chez moi, pourquoi à tel endroit personne n'y allait. C'était pour moi complètement fou et en même temps très angoissant, étant quelqu'un qui a besoin de contrôle, de me dire mais comment je peux vérifier ce que l'on me dit
si j'ai pas les outils pour pouvoir le vérifier? Parce que finalement, c'est là tout le questionnement. De se dire, on peut croire quelque chose euh, juste comme ça, entre guillemets, mais pour moi, étant scientifique, il doit y avoir, et cartésien, il y a quelque chose derrière. Donc je dois pouvoir me raccrocher à quelque chose et me dire, ça doit pouvoir se répéter. Donc si une personne peut le faire, sûrement d'autres peuvent le faire, mais toujours en me disant, mais comment? Et ça a été un peu là le début de la recherche pour acquérir, pour me dire, je vais, moi, développer la médiumnité, parce que je veux pouvoir ne pas dépendre de quelqu'un. Si quelqu'un peut le faire et tout le monde me disait, mais c'est pas un don, ça se développe, tout le monde l'a. Et puis au départ, j'étais là, mhm, donc si tout le monde l'a, donc tout le monde peut y arriver. Alors allons voir ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce domaine-là. Donc, tu es parti faire des formations? Exactement. Je suis parti faire des formations, que ça soit avec la majorité de médiums qui viennent plutôt d'Angleterre. Donc moi j'ai aussi été à l'Arthur Findlay School à Stansted en Angleterre. J'ai fait aussi avec à Folkestone également, avec Sheila French et puis Charlie Kelly. Et puis j'ai aussi fait en Suisse avec des médiums justement de Arthur Findlay qui venaient également. Et c'est même là où j'avais commencé avec Bill Thompson, que peut-être certains connaissent, qui est justement un professeur à l'Arthur Findlay School et pour moi qui a permis de répondre à tous mes questionnements. Parce que c'est quand je suis arrivé au cours, je m'en rappellerai toujours, j'arrive là-bas en me disant, bon, voilà, il parle de transe, de médiumnité de contact. J'étais là, mais je comprends rien à ce qu'on me dit. On m'a dit, c'est ouvert à tout niveau. Ok. Et puis finalement, quand il pose la question si tout le monde sait ce que c'est, il y en a un qui lève la main en disant, bah, moi je ne sais pas. Et puis lors du premier cours, ça a été la grosse découverte parce que Bill fonctionnait assez de cette manière-là, c'est de dire, ok, bah, expérimente. Ensuite, pose tes questions et réfléchis. Essaye, et puis tu verras. Donc je me suis retrouvé à un premier cours, ne sachant pas faire de transe, à me retrouver avec 20 autres personnes qui te regardent, et puis lui qui m'explique qu'est-ce qu'il faut faire, comment respirer, comment se mettre, et puis qui va aider, et finalement dire quelques mots et se dire mais je comprends rien le sens de cette chose, pourquoi ça se passe comme ça, et de voir que les gens sont touchés et que il y a quelque chose qui se passe, mais que ces mots, je ne sais pas d'où ils viennent. Et c'est en fait comme ça que ça a débuté au fur et à mesure. Et puis j'ai depuis 2000, 2009, 2008-2009, j'ai vraiment continuellement fait des cours dans ce domaine-là avec euh, différents profs, on va dire, ou accompagnateurs pour pouvoir découvrir, pour pouvoir tester, pour pouvoir comprendre. Même si je dois admettre que le mot comprendre, même encore pour moi, est difficile, et de se dire que dans notre monde, en fait, on n'est pas seul, et puis qu'il y a peut-être j'allais dire plusieurs mondes différents. Et souvent, je me raccroche beaucoup aux données de la physique quantique, de se poser la question aussi avec, entre guillemets, comment je pourrais dire, les différentes dimensions, la théorie des cordes, ce type de choses. Et je me dis, ok, est-ce que ça pourrait expliquer ça? Est-ce que pas? J'en suis encore là, à essayer de me dire, il doit y avoir une explication. Je ne l'ai pas encore et j'espère l'avoir une fois. C'est vrai que quand on va quand on expérimente ces mondes-là, c'est un long parcours. Combien d'années ça t'a pris finalement pour être à l'aise avec ça? Je pense que ça m'a pris, j'aurais dit presque 10 ans, Mm. entre 7 et 10 ans. Parce que on va dire, il y a toujours plusieurs étapes. Il y a les étapes du début où on découvre. Puis c'est un peu, on se dit, ah bah ça marche, puis on veut refaire, et puis tout à coup, ça marche pas.
Après, ça c'est mon côté cartésien, je me dis, bah, si une fois ça marche, une fois ça marche pas, on est dans du hasard. Donc on n'en a rien d'autre que ça. Donc il m'a fallu longtemps pour dire, ok, on va réessayer, voir. Et jusqu'à un moment donné où après on passe différentes étapes. Et à un moment donné, c'était la difficulté de trouver en fait le bouton on-off. Je me suis retrouvé pendant certaines périodes où je me disais, mais c'est bon, Yannick, tu vas terminer en internement parce que tu entends des voix, tu ressens des choses qui, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas moi qui ressens ça. C'était presque impossible d'être avec les gens parce que j'avais l'impression de ressentir tout leur douleur, d'avoir toutes leurs pensées. Et puis je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui doit Mm. surjouer ça. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Te dire, mais est-ce que de la schizophrénie, est-ce qu'il y a plusieurs choses Mm. qui se passent? Et heureusement, c'est de se retrouver avec d'autres personnes qui, eux, sont passés par là, qui permettent de dire, non, tu n'es pas en train de devenir fou, attention quand même, parce qu'il y a quand même des pathologies qui existent. Et comme tu l'as aussi dit, enfin, j'ai écouté quelques-uns aussi de tes podcasts, c'est des choses qui peuvent aussi se superposer. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de maladie mentale et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médiumnité ou qu'il n'y en ait que un ou que l'autre. Moi, j'ai toujours, même dans mon métier de pharmacien, pour moi, le côté le plus important, c'est la complémentarité. Pour moi, je n'aime pas dire qu'il y a des thérapies alternatives. Pour moi, c'est des thérapies complémentaires. Pour moi, l'alternativité, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, Mm. alors que pour moi, c'est complémentaire. Tout à fait, tout à fait. On va d'ailleurs, on va aborder parce que, en fait, en tant que pharmacien, tu es aussi spécialisé dans la douleur. Mhm. Et je trouve que finalement, cette complémentarité avec la douleur peut être toutes ces expériences finalement de perception extrasensorielle, médiumnité, contact avec l'invisible peut être une très grande aide pour les gens qui viennent te consulter. Est-ce que tu peux aborder ce domaine-là? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un domaine, moi, qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai beaucoup travaillé dans, presque, on va dire, presque toute ma, je vais pas dire carrière, mais tout mon parcours dans le domaine où la douleur avait toujours un lien. Il y avait aussi souvent le lien avec le cancer, donc le lien aussi avec le passage, la mort, la difficulté aussi d'accepter, l'acceptation d'un état, l'acceptation d'un changement. Et puis, ça a toujours été, si je reviens à cette douleur, de pouvoir comprendre comment on peut la gérer, parce qu'il y a toujours le côté, comme on dit, pharmacien à l'hôpital ou même le monde hospitalier. On va essayer de traiter maintenant peut-être, on va venir un peu plus large, mais il y a quelques années, c'était vraiment le côté très pharmacologique. On va essayer de regarder au niveau des récepteurs, quels sont les récepteurs impliqués, et puis se dire, ben, en fonction du récepteur impliqué, on cherche quel médicament, quelle molécule aura un effet sur ce récepteur pour soit le stopper, soit activer un autre qui va avoir un effet inhibiteur sur la douleur. Mais il n'y a pas uniquement ça. En fait, on voit très bien qu'il y a l'hypnose. Heureusement, maintenant, en tout cas en Suisse aussi, ça s'est beaucoup développé. Je crois en France également, parce qu'il me semble qu'il y a des Mm. cliniques même en- comment ça s'appelle? En chirurgie réparatrice, reconstructive, esthétique, qui utilisent à certains endroits, j'ai même vu des tests où ils utilisaient presque exclusivement l'hypnose. Je trouve ça toujours assez fou. Mais en même temps, ça semble assez logique parce qu'on voit aussi au niveau de la douleur, pour moi, c'est aussi tellement multifactoriel. On peut avoir vraiment différents types de douleurs. Si on parle souvent, quand on parle douleur, la première des douleurs qui nous vient, c'est la douleur physique. Type douleur articulaire, douleur musculaire. Après, ça peut être des douleurs post-traumatiques, des douleurs qui peuvent devenir chroniques. Mais il y a aussi d'autres douleurs qui existent. Pour moi, il y a les douleurs émotionnelles, qui peuvent être d'origine psychologique. Donc ça peut être lié à des stress, ça peut être des attaques de panique, ça peut être la dépression. On parle aussi beaucoup, pour moi, les troubles du sommeil, c'est aussi une douleur. C'est de ne pas arriver et puis il y a quelque chose qui reste. Et puis après, euh,
moi, dans ma réflexion, c'est aussi de me dire, ben, est-ce qu'il y a d'autres types de douleurs qui peuvent exister? Et avec la médiumnité, pour moi, c'est les douleurs d'origine énergétique, d'origine, comment on peut dire, spirituelle, même si le terme, des fois, peut être un petit peu lié plus à des dogmes, mais c'est vraiment quelque chose qui est plus lié à des genres de souvenirs, à des sentiments aussi où on est un peu déconnecté de soi, euh, qui peuvent aussi être en lien avec des problèmes récurrents non expliqués dans son parcours. On se retrouve dans les mêmes situations, on en souffre, mais on ne sait pas comment en sortir. Et beaucoup de gens après disent, ben, c'est dans les karmas, c'est karmique, c'est générationnel, transgénérationnel. Je dois avouer, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est en tout cas un des facteurs qui existent. Après, il peut y avoir d'autres types de douleurs qui peuvent provenir de problèmes hormonaux, de problèmes aussi digestifs, d'autres maladies sous-jacentes qui peuvent avoir, parce qu'on voit que dans le cancer, ben, il peut y avoir beaucoup de types de douleurs qui arrivent. Et des fois, la grande difficulté aussi avec les traitements, si on parle de chimiothérapie, donc le traitement chimique, avec des molécules qui vont essayer d'attaquer soit spécifiquement ou soit globalement le corps de la personne. Et les molécules, le cancer, les tumeurs en fait, eh ben, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer, de trouver la bonne réponse. Et c'est vrai que dans l'approche qu'on a en médecine allopathique principalement, je pense qu'on a une approche aussi très logique, c'est-à-dire si j'appuie sur sur le bouton vert, ça va donner ça, si j'appuie sur le bouton bleu, ça va donner ça. Sauf qu'on remarque qu'il peut y avoir beaucoup de différences en fonction d'un individu à un autre. On peut se demander pourquoi. Après, scientifiquement aussi, dans mon domaine, il y a beaucoup de choses qu'on peut réfléchir par rapport, on parle beaucoup de métaboliseurs lents, de métaboliseurs rapides, c'est-à-dire quelqu'un avec la même quantité d'une certaine molécule aura un effet que quelqu'un d'autre n'en aura pas. Donc il peut aussi avoir plus d'effets secondaires, moins d'effets secondaires. Et ça, c'est lié à la personne en elle-même. Et pour moi, cette douleur, c'est d'arriver à trouver et en fait à l'individualiser pour rechercher dans les différents domaines d'où ça peut provenir. Parce que ça peut aussi être, pour moi, je crois beaucoup à la partie aussi environnementale et aux croyances. Parce que nos croyances engendrent aussi nos propres limites, nos propres douleurs. Et pour moi, c'est là-dessus que c'est des fois le plus difficile, parce que d'où proviennent nos croyances? Parce qu'elles ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain. C'est notre environnement, c'est notre éducation. Et il y a des fois, même si j'entends beaucoup de gens des fois qui disent, ben, moi je crois en rien, mais en fonction dans le monde dans lequel on vit, si on parle de la Suisse, de l'Europe, ben, il y aura quand même un effet sur le christianisme qui est un peu comme un égrégore dans la société où ben, toutes les fêtes religieuses sont liées à ça également. Donc il y a un effet qu'on le veuille ou non en fait. Et après, c'est de pouvoir arriver, soit, j'entends des fois beaucoup le mot déconstruire. Moi, je suis dans l'idée de plutôt modifier, parce que je pense pas qu'on peut déconstruire qui on est. On peut le modifier, on peut le faire évoluer, on peut trouver des moyens pour le construire différemment, le reconsolider si nécessaire. Dans certains cas, effectivement, il est nécessaire de reparamétrer. Si on a Bien certaines sûr, croyances où la douleur, c'est nécessaire à la vie, ça va être compliqué de vivre une vie sans douleur. mm, Mais après, de nouveau, c'est un choix. Et puis pour moi, j'apporte une grande importance au fait de ne pas choisir le chemin pour la personne qui vient vers moi, mais de pouvoir vraiment accompagner jusqu'où elle veut aller, jusqu'où la personne peut aller, et que ça soit autant dans le domaine, dans mon cabinet au niveau de la médiumnité et des autres outils que j'utilise, mais également au niveau de l'hospitalier, mm, euh, parce que finalement, on n'est que des accompagnateurs. ouais, Et même les infirmières et autres, quand je dis et autres, c'est les autres soignants, tous les autres soignants, tout le monde
va être là de dire on va aider le patient, mais dans le sens de on va l'aider à guérir. Ayant été dans un domaine, la cancérologie, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens où on va pas les sauver. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce terme qui revient. Et moi, j'ai toujours dit, pour moi, on sauve pas un patient, on accompagne un patient. Parce qu'à ce moment-là, les soins palliatifs ne seraient pas des soins. Mm. Et pour moi, c'est extrêmement important, cette notion-là, de pouvoir vraiment suivre et puis soutenir le patient pour qu'il puisse avancer vers l'objectif qu'il a envie, de la manière dont il a envie. Bien On ne peut sûr, pas empêcher quelqu'un de souffrir s'il souhaite, entre guillemets, ou si ses croyances sont la souffrance. c'est clair. Et pour que nos auditeurs comprennent, parce que c'est vrai qu'en France, euh, c'est pas possible hein, pour qu'un pharmacien soit et pharmacien et praticien, médium, etc. Donc, tu as euh, je vais dire ça comme ça, Ouais, mais deux métiers bien distincts. Tu es praticien hospitalier, un pharmacien hospitalier, voilà, spécialisé dans la douleur à l'hôpital. Et en parallèle, à côté, tu as aussi ton cabinet où tu accompagnes plus largement, je vais dire, voilà, tes clients. exactement, tout à Mm. fait. C'est vraiment quelque chose que je sépare Mm. parce que pour moi, c'est aussi deux domaines qui sont très différents, euh, qui, où on va dire au niveau de l'hôpital. C'est vrai que je suis pharmacien, je travaille dans le milieu hospitalier, je suis pas spécialisé, j'ai pas fait une spécialisation en hôpital, mais j'ai beaucoup appris en travaillant dans ce milieu. Et puis, je pense que actuellement, on n'est pas encore prêt parce qu'on a besoin au niveau hospitalier aussi. Et ce que je comprends et ce qui est normal, c'est de suivre des protocoles et de se dire qu'à chaque fois qu'on fait A, ça doit donner Mm. B. Ce qui est compliqué avec une approche comme je fais aussi en cabinet, qui est vraiment dehors, c'est vraiment deux, on va dire, deux blouses ou deux casquettes totalement différentes qui ne se mélangent jamais. Mm. Ou maintenant, avec le temps, c'est-à-dire, je sais qu'au niveau de l'hôpital, parfois, il m'arrive de l'utiliser pour moi-même, parce que ça fait partie de moi, finalement. On ne peut Mm. pas enlever quelque chose qui fait partie de soi. Mm. Mais on doit vraiment bien le séparer, et je trouve pour l'instant, à l'heure actuelle où nous en sommes, une chose nécessaire pour éviter Mm. des dérives. Là, il faut Tout à être fait. clair là-dessus. Mm. Et c'est vrai que l'avantage des Anglais, également sur les autres pays, c'est que ben, à l'Arthur Finney School, c'est vraiment une école euh, vraiment dans le sens, je peux pas dire, il y en a beaucoup qui disent c'est un peu Harry Potter, c'est un peu les écoles de sorciers, comme ils disent, mais c'est plus pour rire par rapport à ça, mais c'est vraiment il y a différentes étapes à atteindre, il y a différentes choses qui sont demandées, par exemple de pouvoir avoir des contacts avec des personnes que l'on n'a pas, qu'on connaît pas. Par Mm. exemple, tu viens, Audrey, et puis on doit contacter ton arrière-grand-père que tu as connu, parce que l'objectif toujours, et c'est ça que j'aime dans l'approche anglaise, c'est vraiment de toujours pouvoir réfléchir et que la personne qui en face puisse valider l'information que l'on donne. Ce n'est pas juste dire, oui, c'est une grand-mère, elle aimait Mm. la compote de pommes, elle faisait telle chose, elle allait souvent se promener. Mm. Très généraliste. Mm. Ça va marcher sur beaucoup de gens. Là, on est plus dans moi je dirais plus dans du mentalisme ou des choses qui sont beaucoup plus vagues. Mais après, quand on arrive à avoir des choses extrêmement précises, à quel moment elle est décédée, de quelle manière elle est décédée, quels sont les souvenirs communs que la Mm. personne a gardés. Et puis, quand lors d'examen à l'Arthur Finet, vous devez faire ça sur 8 ou 10 personnes, et puis pour pouvoir passer d'une année à une autre, il faut pouvoir les réussir, pas juste la moitié, tous. Donc, à un moment donné, ça dépasse le côté hasardeux et la partie aussi de juste dire, voilà, je pense que alors c'est votre grand-mère, elle aurait ceci à vous dire. Pour moi, Mm. ce qui est extrêmement important, c'est pas le message tout au départ, c'est de pouvoir en faire la preuve, et c'est un peu le but
de l'Arthur Finlay. C'est aussi pour ça qu'en Angleterre, si je me trompe pas, tu me corrigeras, mais il me semble que c'est le cas, tous les médiums, tous les gens qui se disent médiums doivent avoir été validés. Il y a une certaine norme obligatoire et je trouve ça extrêmement important pour justement éviter, pour un domaine où comment le valider finalement, autrement que par des réelles expériences. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça prend plusieurs années et c'est aussi ça que j'aime bien mettre en lumière. C'est finalement, c'est pas un week-end de formation, c'est pas une semaine à l'Arthur Findlay, c'est vraiment un parcours, un chemin en fait qui est propre à chacun, dans le domaine de chacun, et c'est ça qui est beau à voir finalement, c'est que chacun va apporter, je dirais, une petite pierre à l'édifice dans son domaine, et c'est assez magique. Tu m'avais partagé aussi Mhm. quelque chose de très intime autour du décès de ton papa, euh, pour qui, pour lui, la mort était une fin définitive, hein. Il y avait vraiment euh, est-ce que tu peux nous partager ça? Parce que c'est vrai que j'ai trouvé, enfin voilà, ce que tu m'as partagé très beau et je trouve Oui, chouette. ouais, Merci. mais avec plaisir. Juste avant de commencer sur ça, juste je voulais rajouter une chose Mm, sur ce que tu disais avant, mm, sur qu'il faut du temps en fait pour pouvoir être mm, médium. Et puis c'est un peu le principe comme une langue en fait. Finalement, il faut arriver à apprendre son vocabulaire pour arriver en fait à se connaître et à savoir ben, qu'est-ce qui est soi de qu'est-ce qui n'est pas soi. Et ça pour moi c'est extrêmement important. C'est aussi ça qui permet de définir est-ce que c'est moi qui ai ces pensées-là qui suis entre guillemets dingue ou c'est mm, des pensées qui sont extérieures à moi. On peut aussi mm. avoir la même chose avec des ressentis qui peuvent être Ouais. de nous ou de quelqu'un d'autre. Je voulais juste rajouter cette Exactement. partie-là. C'est vraiment très important ce que tu dis. Et c'est tout le travail aussi de différencier, bah oui, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'appartient pas? Ça, c'est vraiment un long travail. Et je trouve justement que quand on a ce côté très cartésien, ce travail-là, il prend plus de temps parce que justement, il y a ce mental qui veut toujours vérifier, mais en même temps, quelque part, ce chercheur, en fait, là, qui veut tout valider, qui veut tout Mhm. contrôler, il nous permet vraiment d'affiner nos ressentis et d'aller vraiment de plus en plus dans quelque chose de très juste. Exactement. Mais c'est très important. Et ça permet aussi d'être un garde-fou, finalement. E- Ouais. Exactement, exactement. Alors, je vais en revenir à ta question sur mon papa, qui, lui, ben, a eu un cancer du pancréas, où ben, ça s'est passé très rapidement, en 6 semaines. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été difficile aussi pour moi. Parce que, ben, avant, je le disais, il faut aller à la vitesse de la personne et jusqu'où la personne, elle peut aller. Mais comment faire quand vous savez qu'il est malade, mais qu'il ne veut pas aller consulter, que vous avez les informations que voilà, ça va être compliqué, voire dramatique, voire final, tout en acceptant que lui va aller à son rythme. Et pour moi, c'est ça qui a été au départ, qui m'a beaucoup appris aussi, de pouvoir accepter que ben, j'ai l'information que je ne peux pas transmettre parce que lui n'est pas encore à l'étape où j'en suis. Et en plus, moi, je suis dans un domaine que je connais, dans un milieu que je connais. Quand lui va à l'hôpital, qu'il a déjà des différentes tumeurs. Je j'étais pas sûr, mais il y avait, euh, il y avait, on va dire, une forte présomption, et je me suis dit, ça sent vraiment pas bon, ce qui est en train d'arriver. Et ben, lui, dans sa tête, il en est pas du tout là. Il a même peut-être même pas l'idée que c'est un cancer. Et c'est souvent ce qui est arrivé, c'est de se dire, mais d'où ça peut provenir? Parce que, ben, hein, pour mon papa, en fait, le cancer n'était pas possible. Ce n'était pas dans ses croyances. Il ne pouvait pas, euh, entre guillemets, attraper cette maladie.
même si autour de lui, il y a eu des gens qui ont eu un cancer. Mais c'était justement dans ses croyances. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui a été pour moi assez difficile au départ de pouvoir suivre son rythme tout en sachant, en voyant les examens arriver, ben moi je savais que l'on allait vers différentes étapes que lui pensait encore pouvoir avoir, typiquement d'autres, des thérapies, d'avoir des chimiothérapies, mais simplement j'avais quelques coups d'avance. Ah, perdu. Ok. Alors, oui. Voilà, c'est tout bon, tu peux y aller. Alors oui, concernant mon papa, donc mon papa a eu un cancer du pancréas. Donc tout s'est déroulé rapidement, en 6 semaines, entre le moment où il va à l'hôpital et le moment où il va s'en aller. Donc le temps est passé très rapidement. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup euh, le côté que je disais avant d'accompagner les gens, d'aller à son rythme, au rythme de la personne, au rythme de la personne aussi malade. C'est pas évident pour l'entourage non plus. Et c'est vrai que je voulais aussi rajouter ça, c'est que c'est pas évident pour les proches aidants. On parle souvent des malades, euh, mais je veux pas dire que quand on est malade, c'est plus facile que pour les proches aidants ou inversement, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que pour l'entourage, c'est important de pouvoir être impliqué et que de pouvoir des fois comprendre ou savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mhm. Mais si je reviens donc à mon papa, donc ce qui était particulier pour moi, c'est que j'avais les informations dès le départ de ce qui arrivait. Donc ça faisait un moment que j'avais ce sentiment que quelque chose de grave était là, mais que je peux rien faire pour ça. C'est ça qui est des fois difficile. En plus, quand on est dans le domaine Mhm. médical, de se dire, ben, il y a peut-être des fois un peu ce côté où on veut sauver les autres, aussi dire, mais fais quelque chose, mais je pense que... Et là-dessus, ben, je ne pouvais pas. Donc, j'ai simplement vivement conseillé plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, j'ai obligé mon papa à aller à l'hôpital parce qu'il y avait des symptômes clairement. Moi, je me dis, là, il y a un gros problème. C'était type jaunisse qui faisait. Donc, j'ai dit, ben, là, il faut vraiment qu'il aille rapidement à l'hôpital. Et puis après, entre guillemets, les choses sont allées assez vite, j'imagine, pour lui. Pour moi, qui est, entre guillemets, la connaissance des différentes étapes, c'était plus facile, mais j'avais toujours plusieurs coups d'avance. Donc, il fallait non plus pas parler, entre guillemets, du dessert alors qu'on est toujours à l'entrée. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi. C'est de pouvoir accepter, de pouvoir des fois donner des options parce que on s'est retrouvé où très rapidement, ben, ok, ça doit être un cancer. Pour mon père, c'était inimaginable que ça puisse être un cancer. Je pense que dans son système de croyance, c'était juste pas possible. Il n'avait jamais conscientisé que ça pouvait être ça. Même si pour plein d'autres personnes, on se serait dit, mais oui, c'est logique, mais pour lui, pas du tout. Et puis, au vu des examens qui arrivaient, moi, je voyais bien que on allait vers quelque chose avec des métastases, et on sait que le cancer du pancréas, c'est un cancer très difficile, pronostic qui est très défavorable, on va dire ça. Et du coup, pour moi, il y a déjà des options thérapeutiques qui n'étaient plus possibles. Mais pour mon papa, lui qui avait l'image cancer global, même cancer du sein ou d'autres choses, on se dit, ben oui, ça se guérit très bien, une chimio ou hormonothérapie ou d'autres types de méthodes. Eh ben, lui avait, j'ai dû mettre
en place de dire, ben ok, il faut que je lui dise toutes les options, parce qu'il me posait des questions en me disant, bah, toi qui es dedans, bah, explique-moi, sachant qu'il n'est pas du tout dans le domaine médical, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de l'université ou des hautes études, mais et qui fait très confiance en fait aux médecins et aux autres. Donc il attend et il va vraiment suivre ce qu'on lui propose. Et puis ça a avancé étape par étape, où à un moment donné, ben, ça devait être 2 ou 3 jours après, ben, on lui annonce qu'effectivement, ben, il en a plus que pour quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est un gros choc pour lui, sachant que moi j'essaye aussi d'organiser dans ma tête, de dire oui, alors il faut penser à ça. Enfin, c'est le côté, vu que je veux être dans le contrôle, j'ai besoin de tout organiser, de me dire ok, il faut pas oublier ça, il y a les directives anticipées, il y a telle chose, parce que mon papa n'avait encore rien fait. Donc il fallait aussi préparer, en guillemets, pour ma maman qui allait rester, qui est plus jeune, et puis essayer de voir comment, entre guillemets, soutenir et puis en même temps vivre la chose Ouais, pendant. Et c'est vrai que c'est des fois, là, on a des fois d'être un peu schizophrène parce que on a l'impression d'être 2 ou 3 personnes en même temps qui n'ont pas les mêmes ressentis. Et puis, donc les semaines ont avancé. Mon papa a eu très rapidement pas mal d'effets, on dit pas d'effets secondaires, mais de difficultés en lien avec les tumeurs qui grossissaient. Donc il pouvait plus tellement se déplacer, alors que c'était quelqu'un qui aimait aller marcher, qui aimait aller dans la nature. Donc pour lui, ça a été très très difficile. Ça a été aussi des moments, des fois, où on confronte, où je me dis des fois j'ai été peut-être trop confrontant aussi, de pouvoir lui dire, mais tu vas pas regarder le mur et attendre que la mort arrive. Enfin, essaye de trouver quelque chose qui te ferait plaisir, que tu pourras encore faire maintenant. Et pour lui, c'est vrai que je pense que ça a été extrêmement difficile d'arriver à la retraite à ce moment-là. Ils avaient prévu de faire quelques voyages et c'est arrivé avant ça, juste avant ça. Donc, c'est vrai que ça a été assez, on va dire, complexe, où j'ai passé par toutes les étapes que je connais, après d'essayer d'organiser pour des soins palliatifs et autres, ou moi en tout cas en Suisse et dans la région où on était, il n'y avait pas énormément, mais on pouvait en trouver à, on va dire, quelques dizaines de kilomètres. Il n'y a pas énormément de place, mais il y a vraiment des équipes qui sont extraordinaires et qui permettent vraiment d'aider autant la personne malade que l'entourage. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'avoir quelqu'un qui puisse écouter, qui puisse soutenir la personne qui perd son mari, son enfant. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement vital pour moi et important. Et pour ma maman, au moment où mon papa, on a dû donc le placer en soins palliatifs, c'est la première fois où un médecin s'adresse à elle pour lui demander comment elle va. Donc il aura fallu attendre plus de 5 semaines, je crois même 5 ou 5 semaines et demie, je sais plus combien de jours exactement, pour que quelqu'un lui pose la question et s'inquiète pour elle aussi. Et c'est quelque chose qui est pas tout simple, parce que c'est vrai que mon papa s'est très vite, avec moi aussi, renfermé, parce que pour lui, c'était je veux mourir à la maison. Malheureusement, au vu de la situation, c'était pas forcément possible. Et puis, j'ai dû un peu aller, on va dire, un peu contre ses volontés, parce que je voyais que c'était pas supportable pour ma maman également, et puis finalement pour lui aussi, parce que c'est de la souffrance et de la douleur. Mais pour lui, c'était vraiment, je souffre, c'est parce que je dois souffrir. Et puis il y avait cette notion, comme tu l'as dit justement au début, que pour lui, après, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que quand moi j'ai plus poussé, je pense que c'est aussi plus
renfermé vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que les dernières semaines ont été plus difficiles. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé et je trouve aussi important de le dire, c'est que tout malade ne va pas forcément prendre du temps pour pouvoir parler aux autres, pour pouvoir vivre les derniers moments, se dire, ah bah, parce que des fois des gens me disent, mais t'as eu de la chance, pendant 6 semaines, t'as quand même pu profiter. Et je me dis, ben, avec mon papa, finalement, il y a certaines choses qu'on s'est dit, mais c'était plutôt à l'hôpital, où j'avais l'impression justement de revenir presque comme son père, et lui était mon fils. Et ça, c'est extrêmement difficile, je trouve, aussi à vivre, et puis à discuter des fois avec des médecins dans le domaine médical. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je me disais, mais ok, j'arrive à l'hôpital, je vois que ma maman ne comprenait pas exactement ce qui se passait, ils sont pas du domaine, ce qui est tout à fait normal. Et puis des fois aussi, ben, des plus jeunes médecins qui, eux, ben, font des gardes, commencent leur formation, et puis doivent des fois aussi annoncer. Moi, je vois aussi à l'hôpital, c'est pas toujours évident, quand on est très jeune, de devoir annoncer des décès, savoir comment on annonce ça à la famille. Alors oui, on dit, mais quelques cours, mais je pense pas que c'est juste avec quelques heures. Si on n'a jamais perdu quelqu'un, comment expliquer ça aux autres? C'est quelque chose que je trouve qui est assez difficile. Et du coup, euh, avec ma maman, quand je la retrouve justement là à l'hôpital, c'était une jeune médecin. Et puis, quand j'arrive, je lui explique, je me présente qui je suis. Et puis, après, je lui dis, ben voilà, je suis pharmacien. Elle me dit, ah, enfin, je vais enfin pouvoir parler normalement. Et c'est des phrases, moi, qui me sont restées, où je me suis dit, mais c'est terrible. Donc, du coup, j'ai fait de la traduction, en fait, entre ce que disait le médecin pour expliquer à mon papa ce qui se passait. Et c'est des choses assez terribles parce que c'est des choix thérapeutiques, dire, ben voilà, si tu choisis ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que pendant le transport, ben, tu peux mourir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu veux quand même qu'il donne tel médicament, mais ça peut donner des hémorragies? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et c'est vrai que c'était très difficile parce qu'à un moment donné, pour lui, c'était peut-être aussi des questionnements qu'il avait peut-être pas envie de se poser. Est-ce que je vais être réanimé? Comment? Heureusement, on avait pu un petit peu en parler au départ, j'avais un peu une vision. Donc du coup, on va dire, moi, plus terre à terre, avec les médecins, j'expliquais en termes techniques, ben, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis après, je disais à mon papa, ça, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis après, par la suite, ben, il s'est effectivement, comme je le disais, un peu plus renfermé avec moi. Et puis, c'est vrai que on le sait que ça peut arriver, mais on ne sait pas comment le gérer. Parce que ce que je disais avant, c'est que on a l'habitude qu'on parle, que le patient s'exprime, profite de s'exprimer, mais parfois, il veut peut-être juste pas parler et c'est pas contre les autres. Et ça, c'est vrai que c'est aussi avec des psychologues en discutant où ils m'ont dit, mais c'est pas si rare que ça. Des gens, hein, en règle générale, je crois que c'est de l'ordre de en 10 et 15%, je crois, à revérifier, de patients qui vont plutôt revenir en introspection et se couper, entre guillemets, des autres, non pas, alors ça c'est mon explication à moi aussi, mais non pas parce que euh, ils n'aiment pas les autres, mais parce que ça les rattache à la vie terrestre. Et si eux veulent s'en aller et qu'ils attendent que ça, mon papa c'était le cas, il attendait que ça. C'est en gros, il se levait le matin et puis c'est ok, je suis encore vivant. Moi, c'est bon, quoi. Où on en est maintenant, moi, ça sera plus rien que je reste. Et c'est vrai que avec ma soeur et ma maman, quand on allait le voir en soins palliatifs pendant ces quelques jours, même le personnel soignant nous disait, oui, voilà, probablement dans 1 ou 2 jours, on va débuter un protocole de sédation pour l'aider à s'endormir, pour qu'il ait moins de douleur. Et en fait, il s'en est allé avant le protocole de sédation, alors que moi je me disais, mais il a encore plein de choses à régler. Et en fait, le même jour, c'est en discutant aussi avec ma sœur, je pense que les 3 personnes en allaient lui dire au revoir le même jour. Et il s'en est allé dans la nuit.
Donc je me dis que c'est finalement dingue comment ça peut se passer. Et puis ce qui doit faire bizarre, c'est que moi j'ai toujours suivi et accepté ce qu'il souhaitait lui. C'est-à-dire que j'ai pas toujours fait des choix que j'aurais fait. Parce que des fois, ben, on a envie de voir certaines personnes ou pas. Donc c'est compliqué quand on veut pas affronter ces personnes. Donc il a fallu, entre guillemets, être le pare-feu. Ce qui n'est pas toujours évident, mais j'ai accepté des fois de prendre ce rôle-là pour que lui puisse faire comme il le souhaite. Et c'est vrai que la seule chose que je lui ai dit, euh, que lui ne croyait pas, c'est quand je lui ai dit au revoir, de pouvoir lui dire à bientôt. Parce que pour lui, c'était la fin. Il n'y avait rien d'autre après. Donc, je sais que qu'il est là. J'ai des contacts réguliers avec lui. C'est, je pense, comme beaucoup de personnes, hein, quand on perd des gens proches, on ressent, ça peut être des fois des odeurs, une présence, des pensées, et puis des choses, comment on dit, les synchronicités qui peuvent arriver à certains moments, des prénoms, des choses comme ça. Et je me dis que bah, ça doit être un sacré travail par la suite pour quelqu'un qui ne s'imaginait pas que c'est possible, se retrouver de l'autre côté, puis se dire, OK, bah, finalement, il y a peut-être quelque chose. Mm. Donc voilà un peu ce que je peux en dire par rapport à papa. Merci beaucoup hein, de ce partage très intime et très touchant, parce que c'est vrai que finalement, ce qui arrive probablement à beaucoup de professionnels de santé, Mhm, et la plupart des professionnels de santé aussi ont ce côté intuitif, hein, mhm, tout à fait. voilà, plus ou moins développé, hein, mais voilà, de se présenter, de ce pressentiment de ça Mhm. va mal tourner, ou d'avoir ces informations, et je pense que ça peut effectivement être intéressant de voir à quel point finalement c'est de l'amour de respecter euh, les volontés et les choix de nos proches, voilà, dans ces moments-là, quoi. Et en tout cas, merci Yannick. Je t'en prie, Est-ce avec que tu plaisir. as envie de peut-être d'ajouter quelque chose pour terminer? Ouais, parce que je rajouterais effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens qui ont ces ressentis, qui vivent des fois en se disant, comme tu disais, dans le domaine de la santé, des soins, quand des gens travaillent dans des EMS, dans des EHPAD, Mm, quand tu travailles aussi dans d'autres établissements, tu as ces ressentis et des fois tu sens comme beaucoup de gens, moi j'ai pas ce ressenti-là, mais j'ai quelques personnes qui autour de moi qui ont vécu des EMI, euh, et ben ils ont apparemment comme un sixième ou septième sens, comme une odeur, où certaines personnes me disent, mais moi, quand je vais à l'hôpital, je peux arriver à dire à l'odeur où on en est et quand la personne va s'en aller. Et c'est vrai que moi, c'était aussi quelque chose que j'avais très peur. Parce que moi, je me retrouvais aussi, parce qu'en étant dans le milieu hospitalier, je faisais aussi des visites avec les médecins en assistance pharmaceutique. Et je pouvais me retrouver des fois dans des chambres avec des gens ben, en fin de vie. Et mon angoisse, c'était que la personne s'en aille. Et puis ça arrivait tellement de fois quand j'étais dans la chambre. Et c'est quelque chose que je détestais. mm, Et puis maintenant, je le comprends beaucoup mieux et je le vis beaucoup mieux en me disant, ben voilà, je pense que ça apaise. Et puis il y a un côté où maintenant j'accepte que ça fait partie, cette partie médiumnité fait partie de mm, moi, comme tout ce que j'ai appris en tant que pharmacien, mm, et que finalement, toutes les compétences qu'on a acquises nous permettent d'avancer. Et si ça peut aider d'autres personnes, c'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, c'est vraiment ce partage. Et puis, si ces quelques mots aussi, on peut aider des gens qui peuvent se retrouver dans cette même situation et qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on m'a pas plus parlé? Ou mm, c'est aussi se dire, mais personne n'est coupable. mm. Et pour moi, c'est très important, ce message-là.